Et je vais maintenant appeler le docteur. Je suis un peu hypochondriaque, docteur, donc je vous appelle docteur, mais je vais appeler Lionel Nakache à me rejoindre, neurologue. Merci Lionel. Merci, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi moi aussi d'être parmi vous et je me régale d'écouter ces premiers témoignages. Alors je vais vous parler, moi je suis chercheur en neurosciences. J'ai bien vérifié que j'ai 15 minutes de temps, donc j'avais peur des 8 minutes au début affichées. Alors ce dont je vais vous parler, on a commencé à parler du déclic. On a écouté les témoignages du déclic qui vont directement ancrer dans des vraies expériences de vie, les 3 témoignages qu'on a entendus, et qui directement impliquent, j'appellerais ça un déclic dans sa dimension la plus riche, une dimension qui n'est pas un individu seul dans sa chambre, mais qui va avoir des rencontres, des expériences, des changements, etc. Évidemment, cet aspect est fondamental, mais moi, je vais me concentrer, du fait des sujets sur lesquels je travaille, sur la brique la plus élémentaire du déclic, la brique que vous avez tous en tête, dont nous avons tous fait l'expérience, une sorte de bourgeois gentilhomme. J'appelle ça en fait les mécanismes de créativité et d'invention dans la vie de tous les jours, pour des choses futiles, mais aussi pour des choses profondes et pour des choses telles que l'entrepreneuriat ou la science. Voilà. Et pour aborder ce thème, lorsque les organisatrices, organisateurs de cette journée m'ont contacté, je me suis dit que j'avais envie de vous parler du mot déclic lui-même, donc de concentrer sur le mot, sur le langage qu'on utilise, parce qu'en réalité, le mot déclic, il semble pour moi condenser un nombre d'informations essentielles dont la plupart commencent à peine à être dévoilées par le domaine des neurosciences cognitives, de la création, de la découverte, de l'invention. Alors de quoi s'agit-il? Le mot déclic, alors j'ai cherché un peu, c'est un mot en vieux français, on trouve ses premières traces au XVIe siècle, on trouve un déclic de la langue, etc. Mais en fait, il a 6 lettres. Et ce qui nous attire souvent, c'est la deuxième syllabe du mot, le clic. Et si vous faites attention au clic, ce qu'on associe au terme de clic en termes de sémantique et même d'onomatopée, clic vient capturer l'idée qu'il y a quelque chose qui va jaillir soudainement à notre conscience et qui va s'offrir à nous comme la solution à un problème sur lequel on travaille parfois depuis des heures, mais parfois depuis des mois, des années, des trajectoires de vie. Donc il y a cet aspect de jaillissement soudain qui ne nous coûte aucun effort mental. On ne sait pas d'où il vient, on ne peut pas vraiment introspecter son origine. Bref, si vous me suivez, cette étape du clic présente déjà toutes les facettes qui nous permettent d'introspecter qu'il y a en nous un travail cognitif non conscient extrêmement riche qui va pouvoir travailler un peu en solo, c'est-à-dire sans que nous en ayons conscience, et que ça va être la trajectoire aboutie, le résultat de la découverte, de la création. Et donc souvent on insiste, on est attiré par le clic. On pourrait dire les clichés romantiques de la découverte, c'est de dire oui, l'entrepreneuriat, la découverte, la science, c'est surtout un fruit vraiment d'inconscient, on ne sait pas d'où ça vient. Sauf que le clic, parce qu'on aurait pu dans ce cas-là parler simplement du clic, mais on parle du déclic. Et si on s'intéresse à la première syllabe du mot, le D du déclic, ça veut dire en fait que pour arriver à cliquer quelque chose, il fallait qu'il y ait d'abord quelque chose à décliquer. Autrement dit qu'en amont, temporellement, de ce jaillissement soudain, il a fallu qu'il y ait quelque chose. Et ce quelque chose, on peut avoir tendance à l'ignorer parce qu'il n'est pas spectaculaire, parce qu'il va être beaucoup plus long, il va demander beaucoup plus d'efforts. Et en fait, cette étape qui est visée par le D du déclic, en fait, nous introduit déjà sur le message principal que je veux vous délivrer, c'est que l'aventure de la découverte et de la création, ce n'est pas un instant figé, le moment où vous trouvez quelque chose, ou le moment où vous le cherchez, mais c'est une trajectoire en fait, c'est un processus, une sorte de danse, de ballet, BA2LET, de ballet ininterrompu qui se joue en vous et qui va permettre de mettre en évidence ce qu'on commence à de mieux en mieux caractériser, qui sont les aspects conscients et non conscients de notre fonctionnement psychique. Voilà. Et donc, je trouve ça assez génial qu'un mot aussi simple, une sorte de mini haïku de la découverte, vous allez voir qu'on peut le faire parler avec les connaissances contemporaines. Alors, on peut prendre ce mot avec les 2 aspects dont j'ai parlé, ce travail lent, coûteux, dont on peut introspecter chaque étape, qui va focaliser toutes nos ressources attentionnelles. On ne pourra pas faire d'autres choses en même temps, on va se concentrer, on va être obsédé par une question pendant des mois ou des années, et puis ces jaillissements soudains. Alors évidemment, je me concentre sur cette brique, mais à nouveau, il faut imaginer que votre découverte, et on l'a entendu dans les témoignages, ce n'est pas un déclic, c'est une suite d'allers-retours permanents qui vont alterner entre ces périodes-là. Et donc, là où on peut arriver, on peut faire un petit détour
qui est assez ancien, qui date de l'après-guerre, des années 30, 40, 50. Notamment, on pense à un mathématicien et psychologue de l'invention français qui s'appelait Hadamard, qui est assez connu pour ses travaux sur les nombres premiers, par exemple, Hadamard-Poussin, etc. Et puis aussi un psychologue qui s'appelle Wallace. Et ces deux psychologues de la création ont proposé ce qui, aujourd'hui, on formule comme la recette de la créativité. Donc, tels des bourgeois gentilshommes, vous la pratiquez tous, peut-être que vous ne la connaissez pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. Et cette recette, elle permet de condenser ce que je viens de vous dire sur le déclic. Alors, cette recette, c'est la suivante. C'est qu'en gros, si un jour, vous voulez avoir la chance de résoudre un problème qui est pour vous très important, et les premières explorations de ces processus ont été faites en explorant les carnets, les journaux intimes, les récits biographiques de deux immenses scientifiques que sont Poincaré et Einstein. Et alors dans les deux cas, ce qui a été identifié, c'est que si un jour vous voulez révolutionner votre vie ou le monde, ou la science, il faut commencer par une première phase qu'on appelle la phase de préparation. Et la phase de préparation, en gros, c'est le D du déclic. C'est ce qui va être en amont du clic. Et cette phase de préparation, elle a toutes les facettes de ce que l'on connaît de l'effort mental conscient. Je l'ai déjà dit, je le répète rapidement. Vous devez vous concentrer en termes de facultés subjectives. Vous ne pouvez pas penser à autre chose. Votre espace mental va être occupé par cette question, ce problème. Vous pourrez mémoriser chacune des étapes, explorer tous les recoins du problème que vous voulez visiter. Vous ne pourrez pas faire autre chose en même temps. Ça va vous demander un effort mental, un coût mental. Voilà. Et ça, c'est la phase de préparation. Voilà. Elle est indispensable. Si vous ne passez pas par là, vous n'allez pas avoir subitement, si demain quelqu'un arrive à unifier, je ne sais pas moi, la physique quantique et la gravitation, il aura fait un peu de physique dans sa vie sans doute, il ne va pas venir. Donc la phase de préparation est essentielle et elle peut prendre une vie. Il y a une deuxième phase ensuite, qu'on appelle la période d'incubation. Et donc ce qui est entre le D du déclic et le clic du déclic. Et la période d'incubation, elle a toutes les facettes en psychologie cognitive, de ce qui a été évoqué là, de sortir de la boîte, lâcher le contrôle, de basculer dans un mode en fait qui va être, on va laisser des ressources computationnelles, on pourrait dire cognitives, non conscientes opérer. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à ce moment-là, vous ne pensez plus à votre problème consciemment, donc il n'occupe plus votre scène mentale consciente. Vous pensez à d'autres choses, vous faites d'autres choses. Ça ne vous coûte aucun effort, vous n'avez aucune idée subjectivement de ce qui se passe, vous ne pouvez pas l'introspecter. Donc ici, je pourrais décliner un peu plus. On a tous les attributs d'un travail en fait d'incubation cognitif, non conscient. Alors il faut être honnête, la plupart du temps dans la vie, on pense très fort et très longtemps à des problèmes, ensuite on fait autre chose et il ne se passe rien. Mais parfois on a la chance de vivre la troisième étape. Et la troisième étape, c'est celle du clic. C'est ce qu'on appelle la période d'illumination, l'effet Eureka. Vous ne savez pas d'où ça vient. Dans le cas de Poincaré, par exemple, moi je ne suis pas mathématicien, mais il travaillait sur une question qui s'appelle depuis les fonctions fuchsiennes. Il travaille depuis très longtemps et puis il raconte très bien qu'à un moment donné, il ne sait pas, il s'est baladé, il est en Normandie ou en Bretagne, il monte sur la marche d'un omnibus et il dit voilà, je pose le pied sur la marche et là, j'ai un jaillissement de ce problème mathématique qui m'obsède. Je vais vérifier si c'est bon ou pas. Dernière étape, la phase de vérification et ça marche. Et là, si vous le voyez, en fait, là, on commence à voir, vraiment, c'est un des messages clés peut-être de la psychologie cognitive de la conscience, qui est mon domaine, c'est qu'en fait, on dispose de ces deux facettes du fonctionnement psychique. Alors, je ne parle pas de psychanalyse freudienne, je parle d'inconscient cognitif. Et en réalité, les messages clés sont les suivants. C'est que chacune de ces modalités de traitement a des avantages et des limites. Alors, l'avantage de la conscience, il est très clair, c'est que quand vous prenez conscience d'une information, vous pouvez la garder activement dans votre espace mental sous une forme explicite aussi longtemps que vous voulez. Je sais pas moi, si vous voulez penser, je sais pas moi, à des vacances ou je sais pas, au mot déclic, vous pouvez décider de garder le mot déclic en tête aussi longtemps que vous voulez. Alors que si je vous présente le mot déclic en subliminal, eh bien, il va pouvoir être traité de manière très intelligente inconsciemment, vous n'en saurez rien, mais cette représentation mentale va être très évanescente, elle ne va pas durer très longtemps. Donc on a un premier contraste, quand on est conscient, on est maître du temps, ça a été mentionné tout à l'heure, on peut se projeter hors de l'ici et maintenant, dans le futur et dans le passé. Tout ça, on peut le faire, on peut garder explicitement des objets mentaux dans la tête. Alors que quand c'est un traitement cognitif inconscient, basiquement, pour aller vite, on ne peut pas faire ça. Mais à l'inverse, quand on a un espace mental conscient, on a affaire à des ressources étonnamment simples. On est simpliste. C'est-à-dire, si je vous demande à chacun d'entre vous combien font 11 moins 3, vous pourrez répondre, mais ça va vous prendre en gros 1 seconde.
ce qui est un temps considérable pour une opération élémentaire. Et que par exemple, si on compare ce qui s'est passé dans votre cortex visuel pour traiter mon visage et mon micro depuis votre rétine jusqu'à la phase d'identification de l'objet mental qu'est mon visage qui se déplace, le travail computationnel qu'on peut formaliser, ça n'a rien à voir avec une abstraction comme vous pouvez l'imaginer. Et ça se fait en une fraction de seconde. Le prix Nobel de physique d'hier, Hinton, Hopfield, demain vous allez écouter Yann Lequin, et Yann Lequin aurait pu le recevoir, c'est un des pères des méthodes d'IA générative, etc. Eh bien, on commence à capturer ce premier temps du travail non conscient qui va durer une fraction de seconde, mais qui va être extrêmement complexe. Donc vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a une capacité de traitement parallèle, computationnellement extrêmement élevée, et qui peut opérer en parallèle les uns des autres de manière considérable, de manière non consciente. Et on a un espace mental conscient qui est très limité, qui est très lent, qui nous demande un effort, mais qui a des avantages uniques, c'est qu'on est maître du temps. Et l'autre avantage considérable, dont l'architecture cérébrale qu'on explore confirme le fondement, c'est que quand vous êtes conscient de quelque chose, vous pouvez faire circuler ce quelque chose dans tout votre espace mental. Et donc le déclic et la recette des 4 étapes, c'est les allers-retours incessants entre cet aspect conscient et non conscient. Et j'aimerais l'illustrer par 2 choses. C'est qu'en réalité, une des grandes découvertes qu'on a pu faire, c'est que quand vous êtes dans une posture consciente, donc quand vous pensez à un problème que vous voulez résoudre, à votre insu, vous allez influencer la nature des processus inconscients qui vont opérer. Autrement dit, vous arrivez à déterminer une sorte de cahier des charges consciemment, qui ne va pas trouver lui la solution, mais qui va orienter ce travail de calcul non conscient et qui parfois, pas toujours, va faire ce jaillissement. Alors une fois qu'on a tout ça en tête, il faut savoir qu'une des conséquences, c'est qu'il faut protéger en fait le temps, ce temps. C'est-à-dire que pour arriver à faire le dé du déclic, il ne faut pas être interrompu tout le temps, il faut pouvoir se concentrer durant de longues périodes, être déconnecté du reste, etc. Et évidemment, pendant la phase d'incubation, où on vous a dit qu'il faut faire autre chose, autre chose, c'est pas être en permanence là aussi sollicité. On a besoin de protéger un temps intérieur. Alors ce temps intérieur, c'est des balades, évidemment, c'est voir des amis se promener, c'est dormir, c'est faire la sieste, c'est vraiment dormir et rêver. Et ce n'est pas un discours juste politiquement correct, c'est absolument véridique. Et je termine avec une histoire. Vous connaissez tous sans doute, si vous êtes là, un des plus grands entrepreneurs de l'histoire, qui est Thomas Edison. Edison, qui était un grand scientifique, un grand entrepreneur. Je crois, on m'a dit que c'était l'homme qui avait déposé le plus de brevets dans son existence, entre autres un des pères du cinéma, etc., et plein d'autres choses. Edison était non seulement un génie de la découverte et de l'invention, mais il avait une bonne introspection de ce qui se passait en lui lorsqu'il devait faire des grandes découvertes. Et il avait découvert la chose suivante, qui était restée une sorte de mythe pendant longtemps. Il s'était rendu compte qu'il avait découvert la condition optimale pour trouver des solutions aux problèmes qu'il se posait, techniques, scientifiques, entrepreneuriaux. C'était quoi sa solution? Eh bien, c'était qu'il se mettait dans une sorte de rocking chair, très confortable, et il avait compris que la meilleure façon de trouver, c'était de penser intensément, consciemment, donc on est dans le dé du déclic, à son problème, et puis de se laisser aller à s'endormir. À s'endormir, mais pas trop profondément, parce que si vraiment il passait une nuit entière ou qu'il atteignait des stades de sommeil profond, ben ça lui apportait pas grand-chose, il avait juste bien dormi. Donc il avait mis au point un dispositif complètement fou. Sur ce rocking chair, il avait fabriqué également à côté une boule en métal assez lourde qu'il tenait dans sa main, parce qu'il avait remarqué que lorsqu'on commence à s'endormir, ce qu'on appelle le stade de N1, on commence à avoir une hypotonie musculaire, et donc il se laissait s'endormir, mais pas trop profondément, et du coup, dès qu'il dépassait ce stade du N1, ben, l'hypotonie musculaire apparaissait, la grosse sphère en métal tombait par terre, faisait un bruit et le réveillait, et donc il reprenait la main sur le processus. Et récemment, mes collègues, Delphine Oudiette, à l'Institut du cerveau et ses collègues, ont en gros, je ne vais pas vous raconter toute la manip, mais ont confirmé l'effet Edison. Et la chose suivante, c'est comme ça. On vous donne à chaque essai une série de 8 chiffres. Je ne vais pas décrire toute l'expérience. Et on vous demande de faire 7 opérations. Vous prenez les 2 premiers, vous faites un calcul, vous prenez les 2 autres, vous faites un calcul, le résultat de la première opération avec le 3e, etc. Ça va vous prendre 10 à 15 secondes par essai, vous en faites des centaines, c'est très chiant. Sauf qu'il y a une astuce, c'est qu'on ne vous le dit pas, même si les séries d'essais sont à chaque fois différentes, en fait, la série des réponses que vous allez produire est symétrique à partir de la 2e réponse. Donc dès que vous avez la 2e réponse, vous allez trouver qu'il y a une astuce, qu'en fait, plutôt que de calculer les 6 autres calculs, vous allez pouvoir directement avoir le calcul final. Alors vous faites ça, on aurait pu le faire ici. En général, lorsqu'on entraîne des gens à faire la tâche sans rien leur dire, en gros 10% des gens trouvent l'astuce. Et ce qu'a fait Delphine avec ses collègues, c'est qu'ils ont laissé des gens en laboratoire de sommeil s'endormir. Et donc vous vous endormez, si vous passez une nuit entière où vous dormez en sommeil profond, vous restez en gros à 10%, il n'y a pas de différence. Mais si vous laissez la boule tomber, qu'on vous réveille, quand vous avez fait juste un peu de N1, là vous montez à plus de 80% de découvreurs de la solution.
C'est dans Science Advance, un papier qui est ouvert, vous pouvez diffuser. Donc je termine mes 30 secondes. Ce qui veut dire que là, si on revient au déclic, c'est que ne pas s'endormir trop profondément, ça veut dire être capable de maintenir encore alerte votre système espace mental conscient, qui influence vos traitements non conscients, qui eux-mêmes vont pouvoir produire des solutions, et dont le jaillissement pourra être récupéré avant l'évanescence du traitement inconscient par votre espace mental conscient qui n'est pas trop profondément endormi. C'est un peu comme ça qu'on l'explique avec les mains aujourd'hui. Et donc je termine en disant que je pense qu'il faut garder le mot déclic, donc la découverte et les trajectoires individuelles et collectives, ce n'est pas uniquement une image figée d'un succès ou d'un prix ou quelque chose, ce n'est pas une étape, c'est une trajectoire, c'est un processus en fait ininterrompu qui enclenche plusieurs cycles. Et donc il faut protéger le temps pour pouvoir permettre ce travail et cette incubation. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais il n'y a pas encore la musique. Bon, je vous remercie beaucoup. Elle arrive, Lionel. Merci, restez une seconde parce que moi, je craque. J'ai eu un déclic. Et en fait, j'ai une question qui n'était pas prévue, mais est-ce que vous pensez, puisqu'on parle beaucoup de l'IA, que l'IA va toucher cet endroit du déclic? Ou est-ce que c'est hors de propos? Alors, évidemment, c'est une magnifique question. Il faut que vous la reposiez demain à Yann Lequin. Moi, je ne suis pas expert de l'IA, mais ce que l'on fait dans mon domaine, c'est qu'on travaille avec des collègues de l'IA. On utilise quelques modèles même assez simples. Et un des points, pour vous donner une idée, j'imagine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça beaucoup mieux. Dans les systèmes de deep learning, d'apprentissage par réseau convolutif profond, une des choses qu'on peut faire, Yann Lequin vous dira, c'est neuro-inspiré. Ça a été construit en s'inspirant de l'architecture des réseaux cérébraux et du fonctionnement des neurones. Pondération des neurones qui va être modifiée par l'apprentissage, etc. Donc je vais très vite. Vous prenez un réseau artificiel que vous avez construit en lui donnant une architecture qui ressemble à la voie visuelle du cortex. La voie visuelle, c'est vraiment une vingtaine de régions différentes. Et vous l'entraînez à reconnaître des images. Et vous voyez ce qui se passe à chacune des étapes intermédiaires. Donc qu'est-ce qui se passe dans les couches de ce réseau convolutif profond à multicouches? Et puis vous faites la même chose, c'est des gens comme vous et moi, donc des vraies intelligences naturelles, humaines, mais on vous met dans une IRM ou en magnétoencéphalographie et on enregistre votre activité cérébrale. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer à quel point il y a une similarité entre ce qui se passe à chacune des couches du réseau artificiel et ce qui se passe dans chacune des couches du réseau naturel. Et un des grands résultats qui sort maintenant de plus d'une vingtaine d'articles depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, il y a un degré de similarité assez proche. Et on a l'impression que ces outils ne permettent pas aujourd'hui de capturer le fonctionnement cognitif humain conscient, et je ne dis pas ça comme une sorte de truc idéologique, c'est juste que c'est pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et de la même façon, quand il y avait le perceptron, personne pensait que ça allait apparaître, ces outils, donc je me garderais bien maître de faire des limites, mais simplement, on a l'impression que ce qu'on sait faire aujourd'hui, ça capture assez bien ce travail non conscient, et notamment dans la perception, ces deux dixièmes de seconde qui précèdent le jaillissement à la conscience d'un objet mental ou d'une solution. Merci beaucoup, Lionel. Merci. Ça nous laisse plein d'options pour le progrès.